Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Christine Boutin, ancienne ministre, députée pendant 21 ans, diplômée de théologie également. Elle le sait peut-être moins après son retrait de la vie politique. Elle publie une lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. La politique est la forme la plus haute de la charité, s'écriait le pape Pie XII. Alors engagez-vous, affirme Christine Boutin, qui malgré son retrait, donc en 2017, après 40 ans de vie publique, faut-il le rappeler, députée pendant 21 ans, ministre du Logement de Nicolas Sarkozy, Christine Boutin ne regarde pas moins les élans et les errements aussi à l'image de cette lettre ouverte destinée à ceux qui veulent servir la France et les Français, qui est moins d'ailleurs une lettre qu'un dialogue inspiré où l'ancienne ministre du Logement donc dessine aussi ce qui lui semble devoir être les 8 chantiers de la reconstruction, un programme mis sur le papier avant la dissolution du Parlement. Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Ce n'est donc pas un retour. Non, vous ne revenez pas. Non, je n'ai pas l'intention de reprendre un mandat électoral du tout. Mais j'ai estimé qu'à mon âge, j'ai 80 ans maintenant, le temps passe. Eh bien, il est. Je n'osais vous le demander. Je pense que mon expérience, je dois la mettre au service des Français. La vie politique, j'aime la France. J'aime la France. J'aime la politique et je voudrais participer à la réhabiliter. C'est un engagement magnifique. Et quand je vois la jeunesse de France aujourd'hui, je crois que, je suis même certaine que la France va se relever. Nous faisons tous un constat de tristesse par rapport à ce qui est devenu la France. Et c'est vrai. Mais elle est belle, la France. Et elle a des richesses intérieures. Elle a son histoire déjà qui est absolument magnifique. Et des jeunes d'exigence aujourd'hui. Alors, c'est à eux que s'adresse ce livre. C'est vraiment pour eux. Et j'essaie de montrer ce qui ne va pas, les chantiers, j'en propose pour les reconstructions, et je donne quelques moyens pour y trouver, qui sont le résultat de mon expérience. Mais une chose que je voulais vous dire, qui est très personnelle à la radio. Merci à vous. Cette fusion entre Radio Notre-Dame et RCF. Je trouve ça absolument magnifique. Et sur le plan symbolique, c'est un bel envoi, une belle lumière envoyée pour l'unité des chrétiens. Je vous en remercie. Merci de vos encouragements, Christine Boutin. Un mot sur votre parcours, parce qu'en fait, pour ceux qui vous connaissent peut-être un petit peu moins, en réalité, vous avez un parcours centriste, une carrière centriste. Absolument. Vous avez atterri à l'UDF, je crois, en 1982. Oui, absolument. Et vous avez été extrémisé, vous êtes devenu un épouvantail sur les questions de la vie, de l'avortement, etc., au point qu'on vous écrit encore aujourd'hui en tant que ministre de la Famille. C'est quand même extraordinaire. Oui, écoutez... Vous ne l'avez jamais été? Non, j'ai jamais été ministre de la Famille, mais j'ai été ministre du Logement, et c'était un très beau ministère, et je pense qu'il était intelligent de ne pas me donner la famille, parce que là, j'aurais été en conflit de façon permanente. Le regard que l'on posait déjà en 2007 et 2009 sous Sarkozy, que je tiens à remercier du reste de m'avoir donné cette belle responsabilité, ce qui me permet d'avoir un éventail général sur la vie politique. J'aurais été en conflit permanent, naturellement. La famille, c'est complètement ringard. La famille et défendre la vie. Pourquoi j'ai été ostracisé? Parce que j'ai toujours été très clair, dès mon premier mandat, en 1977, j'ai dit que j'étais contre l'avortement. Et ça, c'est quelque chose qui est intouchable. Du reste, quand je vois le résultat aujourd'hui, où l'on met l'avortement dans la Constitution, mais c'est invraisemblable pour moi. C'est d'autant plus que personne ne le réclamait, que ce n'était pas nécessaire, mais toucher à la vie. Et ce que j'ai compris, cher Louis Dauphren, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on touche à la vie, on touche à l'essentiel. Et aujourd'hui, je le dis dans mon livre, ce qui est véritable enjeu aujourd'hui, tout le monde est là en train de pleurer sur la situation de la France, et moi aussi je pleure sur son déclin. Mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'homme, c'est son avenir. L'homme est en péril. Mais qui menace, Christine Boutin? Mais nous tous. Parce que nous ne sommes pas, et en particulier les chrétiens, nous devons nous lever et nous devons parler. Nous devons dire ce à quoi nous croyons. Vous avez montré l'unité RCF Radio Notre-Dame. Nous, chacun d'entre nous, dans notre cœur, nous devons montrer l'unité et être fiers d'être catholiques. Nous devons être fiers et le dire. Nous avons peur. Je voudrais vous citer Ibrahim Malouf, qui est un trompettiste. Et j'ai vu un de ses interviews où il disait, on lui posait la question, mais est-ce que c'est moderne de croire? Il a répondu, la modernité, c'est l'horizontal. Le spirituel, c'est le vertical. Donc nous avons, la richesse de notre foi, et nous devons l'affirmer sans avoir peur, même si on se moque de nous, même si on nous ringardise, ça n'a aucune importance. Ce qui est important,
c'est le regard de Dieu. Le reste, sans intérêt. Mais Christine Boutin, dans quelques jours, Emmanuel Macron sera à Notre-Dame de Paris. Le monde entier regardera Notre-Dame de Paris. De quoi vous plaignez-vous? Je ne suis pas du tout favorable. Je fais partie des Français hostiles à ce que le président de la République, quel qu'il soit, prenne la parole à Notre-Dame. Radio Notre-Dame, vous savez qu'il y a une polémique là-dessus. La loi de 1905 est tout à fait claire. Elle a même été réformée en 2021. Et je ne trouve pas normal. J'espère que M. Macron saura, puisque c'est ce qui doit se faire, mais enfin c'est invraisemblable. Dans la séparation de l'Église et de l'État auquel on parle tant, le président de la République, naturellement, a une parole politique. Et cette parole politique n'a pas à avoir lieu dans Notre-Dame. Il n'y a pas une forme de reconnaissance? Écoutez, les reconnaissances de M. Macron, il est très habile, il est très intelligent, il est très fin, il est très séduisant, il a des tas de qualités. Mais en tous les cas, quand j'ai entendu son discours des Bernardins, à l'époque, j'étais ministre, tout le monde s'est levé pour applaudir, c'était une honte. Je vous le dis. Une honte, le discours des Bernardins? Ah oui, absolument, absolument. Il s'est fichu de nous complètement, en disant oui, oui, vous êtes très bien, les amis, dites ce que vous avez à dire, mais j'en ai rien à faire. Et voilà, donc non, franchement, j'espère qu'il saura trouver la bonne mesure. Mais je trouve scandaleux, et je ne comprends pas, c'est contraire à la loi de 1905, revue, réformée en 2021, dit très clairement qu'il ne doit pas y avoir de parole politique dans un établissement religieux, une église ou une cathédrale. En tout cas, le pape François préfère aller en Corse, apparemment. Oui, mais vous savez, beaucoup de personnes se posent la question sur le pape François. Parfois, il est déroutant. Mais si on regarde bien la ligne, on peut comprendre dans les symboles. Vous faites bien de souligner cela. Comment se fait-il que le pape François ne vienne pas en France? Il va à Marseille, mais il ne vient pas en France. Il va en Corse, mais il ne vient pas en France. Il faut dire que la France n'est pas quand même exemplaire aujourd'hui dans toutes les vertus essentielles qui doivent conduire la dignité de l'homme. Christine Boutin, est-ce qu'il y a une personne, si aujourd'hui je prends le cas de Bruno Retailleau, oui, sur la question de l'immigration, puisque votre chapitre 4, c'est la gestion difficile, indiquez-vous de manière un petit peu peut-être ironique ou euphémisée, dans ce chapitre 4, la gestion difficile de l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire, serait-on tenté de dire. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un Bruno Retailleau, qui a un discours qui représente une ligne quand même ferme par rapport à Michel Barnier? Quand j'ai mis difficile de l'immigration, c'est pas par ironie, c'est parce que il s'agit de personnes humaines. Et naturellement, quand il s'agit de traiter les personnes humaines, c'est toujours compliqué. À Bruno Retailleau, que je connais bien naturellement, je l'encourage. Je fais partie des Français étonnés, non pas qu'il soit ainsi, mais aujourd'hui, c'est pas si simple d'être exigeant comme il l'est. Et c'est dans sa mission. Et je trouve que Bruno Retailleau est véritablement, je le soutiens à fond. Et pourquoi est-il aussi ferme? Mais dans quoi le soutenez-vous? Dans sa fermeté, dans son exigence. Parce que nous sommes arrivés à un tel niveau qu'il n'y a pas d'autre solution pour installer son autorité, c'est qu'il soit en cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Apparemment, il est un des rares à faire cela. Et il a un poste difficile. Je trouve qu'il n'est pas... il n'y a pas de signe extérieur du Premier ministre pour le soutenir. C'est-à-dire, par exemple, il n'est pas allé à Marseille, le ministre de l'Intérieur. Et donc, Retailleau me donne l'impression de se battre un peu seul. Alors, est-ce que c'est une prudence de la part du Premier ministre qui laisse faire son ministre de l'Intérieur et qui après peut soit dire il s'est trompé ou au contraire le soutenir une fois que c'est réussi? C'est possible. Mais en tous les cas, je ne trouve pas ça bien parce que la France a besoin d'autorité. Ça fait partie du reste d'une des vertus auxquelles je fais allusion dans mon livre. Oui, bien sûr. Voilà, Retailleau, continue, ami, continue. La France attend cela. Il faut remettre de l'ordre dans ce pays et de l'autorité. Et pourtant, Christine Boutin, quand dans les années 2000, vous avez enquêté sur les prisons, vous avez pris un petit peu tout le monde de court sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, le seul discours d'une certaine droite, c'est « il faut plus de places de prison » et ça se limite un peu là. Oui. Or, vous, ce n'est pas du tout votre position. Non, c'est pas du tout ma position. Tout le monde a été surpris, effectivement, quand je me suis engagée dans la mission qui a été présidée par M. Fabius, je crois, sur les prisons. Mais quand on est chrétienne, quand on est chrétien, quand on est catholique, on ne peut pas avoir des idées tranchées. Moi, j'ai fait des pas de géant en allant visiter les prisons, en m'occupant sur les prisons. Tout le monde parle de l'enfermement, mais l'enfermement, ce n'est pas le but. Pardonnez-moi pour les auditeurs que je choque, mais 95% des détenus ont vocation à sortir.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à un moment de la sortie? La sortie, eh ben, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit un peu mieux équipé pour pouvoir ne pas recommencer. Et moi, j'avais à l'époque, j'étais allé avec certains de mes collègues au Canada et j'ai beaucoup insisté sur la justice réparatrice, qu'on appelait la justice réparatrice, dont l'objectif est de faire en sorte que l'on fasse rencontrer la victime et celui qui a fait l'acte de violence, de façon à ce qu'il y ait en réalité un pardon. J'ai fait partie de l'association pour la justice réparatrice. Et je vois que les choses avancent lentement, mais véritablement. Quand on dit aux Français qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les prisons, sans doute est-ce vrai, mais ce n'est pas la solution, l'enfermement. L'enfermement, c'est d'éviter qu'il y ait l'enfermement et préparer la sortie. Parce que c'est ça ce qui se passe. Et là-dessus, on n'a pas tellement progressé. Un tout petit peu. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Vous savez, le pardon est difficile pour chacun d'entre nous, aussi bien dans le couple que dans la vie sociale, que dans la vie amicale. Et en ce qui concerne les cas limites, c'est encore plus compliqué. Cette lettre ouverte, Christine Boutin, vous l'avez lancée en présence du père Jean-Marie Petitclerc. Oui. Pourquoi? Écoutez, d'abord, quand j'ai été ministre, j'ai eu l'audace, et lui aussi, et Sarkozy l'a accepté, qu'il soit dans mon cabinet. J'étais aussi responsable de la ville, de la politique de la ville. Donc, je connaissais bien le père Petitclerc, comme je connais un certain nombre de prêtres que je tiens à saluer tous. J'ai un très grand respect pour les prêtres. On peut rappeler son œuvre éducative. Ah, ben, vous me coupez la parole. Bien sûr. Et Jean-Marie Petitclerc était là, du reste, au lancement hier de mon livre. Est comment dirais-je, c'est pas un expert parce que c'est sec. Est un homme qui a la connaissance de la réalité des banlieues, de la réalité de ces jeunes, de la violence, et qui propose la paix, qui propose des voies. Et donc, il a accepté de venir à mon ministère. Il rendait compte, j'avais un prêtre dans mon ministère. Et il a accepté, et son œuvre aussi. Donc, ce n'était pas contraire à la laïcité? Oh, écoutez, la laïcité, j'en parle dans ce livre. Je pense qu'il y a une erreur profonde dans l'interprétation que nous faisons en France sur la laïcité. La laïcité, vous savez, c'est que Jésus, on lui pose la question, comment doit-on faire par rapport à César? Et César Jésus prend une pièce de monnaie. D'un côté, il y a César, et de l'autre côté, il y a Dieu. Et nous avons traduit ça en France et ailleurs aussi comme une séparation entre vie publique et vie privée. Eh bien, c'est notre drame. Si nous n'avons pas l'unité dans nous-mêmes, dans nos consciences, entre ce que nous pensons et ce que nous faisons, il y a une rupture. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai entendu des hommes politiques, et je le dis dans mon livre, qui me disaient, Christine, on partage tes idées, mais on ne veut pas l'imposer à nos amis, à nos électeurs. Et je pense surtout à ce que vous, journalistes, vous allez penser de ma réponse. Donc, je donne une réponse adaptée à ce que croient les journalistes. Et ça, c'est une erreur majeure. L'homme est à l'image de Dieu. Quand on met la monnaie du côté de César, c'est pour les choses terrestres. En ce qui concerne Dieu, eh bien, nous sommes, chacun d'entre nous, à l'image de Dieu. Il n'y a pas de séparation. Christine Boutin, en 94, c'est donc il y a déjà quelques années, c'est une année anniversaire aujourd'hui, vous avez fondé l'Alliance pour les droits de la vie qui est devenue Alliance Vita. Il y a une perspective, c'est le retour du débat sur la fin de vie. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une réponse adaptée de ceux qui essaient de faire réfléchir la société sur cette question-là qui semble déjà admise? Est-ce qu'il y a un moyen, un levier? Est-ce que aussi votre carrière et votre réseau permettraient éventuellement d'en parler de manière judicieuse à ceux qui vont décider? Écoutez, je pense que l'Alliance pour les droits de la vie, Vita maintenant, est une très belle œuvre dont je suis très fier, et je tiens à saluer Tugdual Derville qui a porté cette association de façon magnifique. Ils font un travail splendide. Vous savez, à l'époque, quand j'ai créé cette association, c'est parce qu'on parlait de bioéthique, et la bioéthique, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et il fallait former. Et il y a une œuvre de formation très importante. Et maintenant, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été formées par Vita. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans le dialogue. On est dans le sensible. Beaucoup de gens bien portants sont prêts à l'euthanasie. Ils le sont un peu moins quand il s'agit de la fin de vie. Il faut des soins palliatifs. Aujourd'hui, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. C'est l'homme en péril.
C'est ce dont je vous disais, je vous parlais. Vous verrez dans le livre, je l'explique pourquoi. Mais la priorité, qu'est-ce que c'est? Ce serait de mobiliser les soignants, de parler. Déjà... Comment parler? Parce que nous, on reçoit, honnêtement, je reçois beaucoup de messages de personnes qui attendent d'un média comme le nôtre qu'on soit très mobilisé sur le sujet. Et on se demande aussi comment, parce qu'on ne veut pas non plus être dans la répétition d'un dialogue stéréotypé, enfin d'un monologue. Je comprends, mais affirmez que vous êtes pour la vie. Affirmez que vous êtes pour la vie. C'est vrai qu'il y a une attente, mais toutes ces gens qui se manifestent auprès de vous sont minoritaires. Et ça, c'est très difficile à accepter. Je crains, à moins d'un miracle, et c'est toujours possible, que cette loi sur l'euthanasie soit votée malgré les efforts des uns et des autres. Mais il n'empêche, ne baissons pas la garde. C'est un moment. Il y aura une relève. J'en suis absolument convaincue. Parce que... je dis ça aussi, Christine Boutin, parce que vous aviez été pionnière en matière de mobilisation au moment du Pax. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu, avant les mobilisations de 2012, il y a eu 99. Bien sûr, et c'était formidable. Mais combien même de politiques qui, à l'époque, étaient à la manif, ont tourné kazakh. Il n'y a pas eu de cohérence et de continuité dans leur posture. Mais c'est aussi, je le dis à vos auditeurs, mes amis, n'ayez pas peur, avancez, avancez, dites ce que vous croyez à tout le monde, à vos amis, à vos relations de travail. Vous êtes pour la vie, vous êtes contre l'euthanasie. Donnez le droit de tuer, c'est vraiment dépasser tous les interdits. À partir du moment où on donne le droit de tuer, on le donne au début de la vie, par l'avortement, maintenant on va le donner à la fin de la vie. L'espérance que nous donnons à ce pays, c'est la mort. C'est la mort. Comment voulez-vous que ce pays soit dynamique? Et c'est pour ça que je compte sur les jeunes. Les jeunes, vous êtes là, je vous assure, vous êtes là et je compte sur vous. Et la France va se relever par vous. Ça va vous demander des efforts, ça va être difficile, mais je vous assure, c'est sur vous que la génération de mes petits-enfants qui se lèvent. Vous savez que je suis arrière-grand-mère. Alors, mon petit-fils est aussi dans l'espérance pour moi. Donc, voilà, je n'ai aucune inquiétude, la France se relèvera. Mais soyons cohérents.